Ce soir, dans le cadre de cette émission, les As du Foot, on parlera de Missile FC, Missile qui joue le tour préliminaire, sinon les éliminatoires de la Ligue des Champions dames. On verra si la formation de Missile peut renverser la vapeur du côté de la République démocratique du Congo. L'équipe de Missile qui avait battu celle de Amani, 1-0 au stade Augustin dans les Cibans. Brice Nengue, vous étiez de la partie. Bonsoir. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Le week-end, ça n'a pas été très long. Pas très long, beaucoup de mouvements familiaux et puis beaucoup de sport. La Ligue 1 a repris, donc on est resté un tout petit peu devant la télé. C'est pas ce week-end que vous avez plus de 4 heures dans la voiture? Non, c'était le week-end d'avant. C'était pourquoi? Un mariage. Une fille panternotte se mariait. Ouais. Et puis c'était mon devoir d'être toujours présent quand il y a un événement important dans la structure. Tu mets bien les filles des pantonnettes en mariage, hein? Tu les envoies toutes à mariage. Oui, c'est important. Elles ne vont pas rester toute la vie célibataires. Ouais. Il est important qu'elles trouvent leur point d'achoppement. Ouais. Et c'est de bonne guerre pour le père que je suis. Ouais. C'est un bonheur de voir ces filles-là partir au mariage. J'ai apprécié la dernière fois les deux Oyemba. Merci. Pas d'avis. Baba. Bonsoir, Baba. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Quelqu'un me l'a dit, m'a posé la question, on sent une certaine forme de Valérie en dehors de son retour de Paris. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris, mais il a fallu quand même que je pose la question. Qu'est-ce qui peut justifier cette forme-là? Beaucoup de choses. Déjà, de manière générale, je suis quelqu'un qui entretient la bonne humeur. Ouais. Et puis, voilà, je reviens au pays après plusieurs années d'absence. Donc, tous les voyants sont au vert pour que ce séjour se passe très bien, avec des personnes formidables, avec une émission qui nous permet de donner nos modestes avis sur les questions et les sujets qui nous sont proposés. Donc, pour le moment, je n'ai pas à me plaindre. Le week-end? En famille. En famille, je profite au maximum. Après, de lundi à vendredi, les activités professionnelles. Et samedi, dimanche, là, je profite d'être en famille pour régler un certain nombre de choses, pour évoquer aussi certaines perspectives. Même si, bon, je ne peux pas faire le tour de tout le monde, j'essaye de faire ce que je peux. Mermoz, vous avez passé votre week-end du côté du stade Michel Essong et de Port-Gentil. Comment se porte le stade? Bon, ça va, sauf que beaucoup de choses à faire encore. En ce moment, on sait qu'il y a, si je peux le dire comme ça, il y a une visite de tous les terrains qui sont susceptibles d'accueillir le championnat national. Ouais. On voit qu'il y aura beaucoup de lifting pour beaucoup de structures parce que 2 ans sans inactivité, ça se ressent quand on est dans les murs de ces structures. Ouais. On va regarder en image le premier résultat des missiles au stade Augustin dans les Cibans. Ça va s'afficher, on va en parler. Jusqu'où missile peut-elle aller? Vous étiez au stade Brice Nengue, vous avez vu la formation de Missile, vous avez vu d'abord les deux formations, les deux équipes jouer. Qu'est-ce qu'on retient d'abord des premières 45 minutes que vous avez regardées, d'abord du côté des Missiles? Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est déjà la victoire. Après avoir passé autant de temps sans jouer au foot, gagner un match à la maison, c'est toujours bon pour le moral. Ça permet aux filles de se dire qu'elles ne sont vraiment pas loin du compte, qu'avec un peu plus de travail, elles peuvent arriver à bousculer cette équipe congolaise, même au match retour. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la capacité de certaines filles à se transcender malgré l'absence de compétition. J'ai vu en défense centrale, par exemple, notre capitaine de l'équipe nationale, Doris, faire un match correct sur tout le long de la partie. J'ai vu aussi en première période Betougué un peu en dedans, mais qui a su en deuxième mi-temps rehausser de son niveau pour tenir l'équipe. Elle a bien tenu l'attaque. C'est de bonne guerre, mais j'ai aussi vu une équipe de missiles un peu trop désordonnée dans le jeu, qui n'a pas su poser le ballon, et c'est à ce niveau que j'ai un peu d'inquiétude. Valérie, le désordre sur un terrain de football peut nuire à quoi? Désordre, je ne sais pas trop, mais c'est... On prend au mot de celui qui était sur place. Oui, non, tout à fait. Il a suivi le match? Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'il y a des options, que l'on prend dans une rencontre, et c'est également en rapport avec l'état physique.
C'est en rapport avec l'état physique, parce que bon, pour tenir le Messi ballon... n'a pas joué depuis pratiquement 2 ans aussi. Oui, oui. Donc il y a l'état de... physique, il y a l'état psychologique, il y a également cet environnement-là qui est lourd lorsqu'on sort comme ça d'une longue période d'inactivité. Donc tous ces ingrédients-là ont peut-être plombé à un moment donné les filles qui n'ont pas pu développer le jeu qu'elles souhaitaient. Mais bon, le 1-0 est là pour permettre à Missile de continuer à rêver en espérant justement aller faire un résultat qui les propulserait dans le deuxième tour. Mermoz, on revient avec vous. On va regarder d'abord cette formation de Missile. Ça va s'afficher. On regarde l'équipe, bien sûr. Quand on regarde aujourd'hui l'équipe de Missile jouer sans compétition dans les jambes, sans championnat, même des matchs amicaux, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut espérer mieux? Ou bien est-ce qu'on peut donner du tort? On peut se dire que le match nul, un but à 0, remporter 1-0, ça peut susciter des questions quand même. Oui, bah, quand je vois tout ce que tu as dit en amont de ta question, il faut d'abord, on se dit que est-ce que le 1-0 n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Maintenant, le ballon, il est rond pour tout le monde. Comme on a dit, c'est une équipe de Missile qui a fait 2 ans sans jouer. On a pu voir au regard de tout ce qu'on a eu comme sur le résumé du match que c'est une équipe qui a souffert physiquement face à une équipe qui, elle, joue un championnat qui s'est joué. Je crois que le championnat féminin en RDC est maintenant de 12 équipes. C'est pour vous dire donc qu'il y a une certaine compétition dans ce pays, alors qu'ici, on n'a pas un véritable championnat féminin encore bien structuré, digne de ce nom. Donc, c'est difficile pour cette équipe de Missile. Donc, le tort, on peut dire que le tort, il viendrait de la partie gabonaise, de nos autorités. Maintenant, ça a été décidé du fait que nos autorités avaient décidé que pour combattre la pandémie du Covid-19, il ne fallait pas jouer, alors que d'autres pays avaient pris l'option de faire comme on a pu faire dans les pays occidentaux, c'est-à-dire jouer avec des terrains vides et puis mettre un bon protocole sanitaire autour des sportifs. Maintenant, ça va être l'autre point où je voudrais soulever aussi, c'est que Missile est parti dans l'inconnu. Cette équipe de Missile a joué contre une équipe qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait pratiquement pas d'informations en tant que telle sur Amani. Maintenant qu'elle a vu cette équipe Amani se produire devant elle, je pense que le coach, pour le match aller, aura un peu plus de données par rapport à cette équipe. Et puis maintenant, comme l'a si bien dit Brice tout à l'heure, il y a ce côté où la cohésion de jeu doit revenir au plus vite, même si c'est très court, 2 semaines, doit revenir au plus vite pour pouvoir faire un meilleur match que celui de Libreville. Brice Nengue, est-ce qu'on peut parler de rafistolage quand on regarde l'équipe de Missile jouer? L'ensemble des joueurs qui composaient cette équipe. Oui, quand vous regardez par exemple que Marielle a joué, que Fanny avait joué en position avancée, alors qu'elle est habituellement en milieu défensif, quand vous regardez que les latéraux, à droite par exemple, lorsque le latéral se blesse, celle qui rentre n'est pas latérale de métier, elle est milieu de terrain, on a dû rapistoler. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses pas bien faites. Est-ce que la direction de Missile avait toutes les filles disponibles pour démarrer la campagne? Je ne pense pas, je ne sais pas non plus. Mais je pense que le rapistolage, on l'a vu sur le terrain, avec des joueurs, des joueuses on a placé qui n'étaient pas leur poste habituel et qui se sont bagarrés avec les moyens qu'elles avaient. Valérie, rafistolage au regard de ce que présente Brice suite à cette rencontre de Missile? Bien, moi je crois déjà que la situation, on la connaît depuis 2 ans. Donc revenir dessus, c'est comme si on dirait remuer le couteau dans la plaie. Donc Missile, avant de s'engager, connaissait l'environnement, que ça allait être difficile, que physiquement, au sortir d'une aussi longue période d'inactivité, ça allait être compliqué, et qu'également, n'ayant pas peut-être vu tous les matchs amicaux pour aller dans un rodage de tous les secteurs, que ça également allait présenter des handicaps. Mais je pense qu'il faut retenir dans ces matchs à double confrontation, à élimination directe, un résultat qui vous laisse en vie, qui vous donne de l'espoir pour le prochain match. Donc, Mermoz l'a dit, il y avait des informations que Missile ne détenait pas. Aujourd'hui, ils ont un peu plus d'informations par rapport à l'adversaire et par rapport également aux défaillances qui ont été les leurs. Donc, 2 semaines, c'est vrai, mais c'est le temps qu'on a
préparer la manche retour, il va falloir simplement prendre des bonnes décisions, avoir la lecture lucide nécessaire pour aller dans ce match retour, jouer la qualification et c'est possible. L'un des éléments importants de cette équipe de missiles, c'est Nelly Betougué en chiffres qu'on va regarder. Mermoz, on regarde, je reste avec vous, Brice Inengue, 90 minutes sur le terrain de Nelly Betougué, 45 ballons touchés, 10 passes décisives, aucune occasion nette France de but en tant qu'attaquant. Ça inquiète du plus ou moins. Oui, ça inquiète, mais c'est beaucoup plus. On reviendra sur l'organisation de missiles ce jour-là. Vous avez vu que le ballon, on a joué un peu au football ancien, où il s'agissait de balancer les ballons. Les rares ballons que Nelly a eu à négocier, elle était très loin de sa défense. Et parce qu'on n'a pas su poser le ballon. On a très vite fait de sauter le milieu du terrain. Parce mais qui est en mesure de bien positionner Nelly, puisque nous savons très bien qu'elle est attaquante. Qui est en mesure? Bah, l'entraîneur. Il n'y a que l'entraîneur qui peut faire ce travail-là. Vous avez vu tous les centres. Les seules fois où Missile a réussi à poser le ballon, tous les centres venaient de la gauche vers la droite. Les centres venaient de Rennes. Chaque fois que Rennes centrait un ballon, elle allait vite d'abord. Elle prenait de vitesse toujours toute la défense congolaise. Et chaque fois qu'elle centrait un ballon, toute l'équipe gabonaise était toujours loin derrière. Il n'y avait pas quelqu'un pour réceptionner les centres. Et les seules fois où Nelly a été dangereuse, c'est dans la conservation de la balle, surtout en deuxième mi-temps, où elle a su faire jouer ses partenaires en gardant le ballon. Quand le ballon arrivait, elle avait deux tournées, elle lançait rapidement sur le côté pour Clémence qui accélérait. Malheureusement, on n'a pas eu l'équipe n'a pas eu cette capacité d'aller dans le 1-2, de poser le ballon pour pouvoir inquiéter les adversaires. Et ça, c'est au coach de corriger ça très rapidement. Mais Nelly, plein d'énergie au cours de cette rencontre, mais qui ne réussit toujours pas à faire la différence. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'absence de compétition est un facteur important. Et que, évidemment, que physiquement, lorsque vous sortez de 2 ans et que vous pensez être en possession de tous vos moyens, à un moment donné, même psychologiquement, ça vous interpelle. Donc, les écarts dont parle Brice, c'est un problème physique. Parce qu'on monte ensemble, on revient ensemble. Donc, à un moment donné, il y a également le problème de positionnement sur le terrain. Lorsque vous avez un entraîneur. Le problème de positionnement, il est lié au physique. Donc, le choix, il est clair. Nous mettons un ballon devant, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on accompagne l'attaque? C'est physiquement d'abord qu'il faut produire l'effort. Après, derrière, comme on le dit, il faut payer le billet aller et retour. Donc, à un moment donné, on est obligé de faire un choix. On met le ballon devant et puis on dit à l'attaquant ou à l'attaquante, débrouille-toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, physiquement, les filles n'étant pas à 100 ou à 200%, parce que les matchs de Coupe d'Afrique, il faut être à 200%. Donc, elles ont donné le maximum qu'elles pouvaient et elles ont dû faire des choix. L'entraîneur a dû faire des choix également. Parce que quand on parle de conservation du ballon, il faut être physiquement au top pour se déplacer dans les petits espaces, pour être disponible, pour faire jouer les partenaires. Tout ça, c'est le physique. C'est le physique qui commande le joueur. Si vous n'êtes pas physiquement prêt, votre qualité technique ne peut pas parler. Donc, à partir de ce moment, on fait des choix. On dit, bon, OK, on va procéder, comme on le dit maintenant, par transition. On prend le ballon et sur 1 ou 2 passes, on arrive devant le but. Et ceux qui peuvent appuyer, ceux qui se sentent physiquement bien, qui peuvent appuyer, ils y vont. Mais ça, les mêmes ne peuvent pas le faire tout le temps. Donc, à partir de ce moment, on peut également penser que les 45 premières minutes ont été difficiles et puis que progressivement, les filles ont commencé à se mettre en confiance et puis ont mieux accompagné les actions parce que sur le but, il y a quand même 2 ou 3 qui sont dans la surface. Donc, c'est de dire que c'est d'abord physique et puis après, c'est une question de confiance de se dire, OK, on a pu réaliser 2 ou 3 actions collectives ou individuelles, donc ça veut dire qu'il y a de la place, on peut y aller. Mais il faut saluer le fait que les filles aient gagné. C'est 1-0. Et je vais vous dire, à l'extérieur, 1-0, ce n'est pas souvent difficile. Hein? Ce n'est pas souvent facile, allais-je dire. Parce que là-bas, il faut qu'elles marquent 2 fois. Il faut que les Aéroises elles marquent 2 fois pour se qualifier. Donc il suffit que Missile ait des opportunités et elles, les filles auront des opportunités et qu'il faut être adroit. On a vu quand même Missile avoir des opportunités, plus de 3 ou 4 occasions de but sans pourtant scorer. Est-ce que cela ne peut pas être productif du côté de la RDC? Non, justement, on parlait de ces 2 ans, parce que tout tourne autour de ça. Ces 2 ans
ont été, comment dire, déterminants pour l'image qu'a montré l'équipe de Missile. Et comme on dit, il faut d'abord saluer cette victoire et l'état d'esprit d'avoir pouvoir conserver ce but pour aller avec au moins un but d'avance. Justement, vous ne jouez pas pendant longtemps. Si les filles ont produit le match qu'elles ont fait, c'est parce que justement, les athlètes, ils ont envie de jouer. Donc, il y avait sûrement la motivation pour jouer au football et faire un bon match devant leur public. Mais maintenant, derrière, est-ce que le physique pouvait suivre cette motivation? Et c'est là tout le problème. Tu parlais d'occasions où elles n'ont pas réussi à concrétiser certaines occasions. Il faut reprendre l'habitude, il faut reprendre les rouages pour pouvoir avoir cette lucidité face au but adverse. Et ça, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il faudrait que les matchs s'enchaînent pour que, par exemple, Nelly retrouve tout son allant qu'elle avait avant et les autres. Oh, bien sûr. Je vais ajouter, si vous me permettez, je vais ajouter que la lucidité vient d'abord de la fraîcheur physique. Si vous faites un effort sur 50 mètres et que vous arrivez, vous êtes à bout de souffle, vous perdez de votre lucidité. Donc, tout est lié au physique. Et c'est pourquoi je rejoins, on l'a tous dit ici, que le résultat, il faut déjà le prendre. À des moments, il faut savoir savourer un certain nombre de succès qui sont acquis dans la douleur, mais qui sont essentiels. Parce que l'essentiel, justement, est préservé en se disant, OK, maintenant, nous allons nous projeter vers le retour. On va éviter de faire un certain nombre d'erreurs. Nous connaissons nos lacunes. Nous connaissons également les forces et les faiblesses de l'adversaire. Maintenant, c'est à Missile, avec le temps qui lui est donné, au staff technique, pas simplement sur le terrain, mais également dans tout ce qui se fera. L'environnement. Dans cet environnement qu'on espère être le plus parfait possible pour laisser les filles aller jouer à armes égales contre les autres. Missile peut... le point fort de Missile aujourd'hui, c'est son axe défensif. Ouais. Oui. Hein. Zita et Doris derrière, c'est une certaine assurance. Vous avez vu que c'est tous les dégagements. Doris, elle était... C'est du Kouélé Manga quand il avait 16 ans. Bien 17 évidemment. ans, 18 ans, 19 ans. D'ailleurs, on l'appelait ainsi quand elle était avec les U20 et les U23 de l'équipe nationale. Elle a toujours été appelée Kouélé, probablement parce qu'elle portait toujours le même dossard. Mais Doris, derrière, c'est l'assurance tout risque. On a moins peur parce qu'on se dit que c'est une guerrière qui a tout à donner. Et tout le long du match, on a vu que sur chaque action, elle se battait, malgré la fatigue, mais elle se battait comme un bon diable. Et d'ailleurs, Vita s'est réveillée quasiment en fin de partie. Quand Doris a commencé à flancher, Vita, elle est restée debout. Et sur certaines actions, on a vu qu'elle combine tellement bien, elles s'entendent tellement bien qu'on a l'impression qu'on ne peut pas avoir peur. Est-ce que la qualification est possible? Oui. Oui, je pense que Missile a Comment toutes les faire cartes. pour se qualifier? Il faut aller jouer. Il ne faut pas avoir peur de jouer. On prend les mêmes et on recommence. Écoutez, si on nous dit aujourd'hui que Missile n'avait pas, par exemple, tous ses latéraux, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Le latéral droit était malade, n'a pas pu être disponible pour la manche aller. Donc le latéral reviendra. Le latéral qui a pris la place s'est blessé à la mi-temps, est parti pour ne pas revenir, a été remplacé à la mi-temps. Donc il y a des retours qui vont faire du bien à l'équipe de Missile. Il suffira, le coach Mermoz va valoriser tout à l'heure. Le coach a déjà vu jouer l'équipe congolaise, donc il y a une certaine connaissance qui fera qu'il sait sur quoi s'appuyer pour pouvoir jouer grandement sa chance au match retour. Oui, Mermoz. Surtout pour ce genre de match, dès lors que, qu'on le veuille ou non... Le match retour, quelles sont les clés? Justement, pour ce genre de match, il ne faut pas d'abord se voir la face, c'est que Amani restera toujours d'abord le favori, dès lors que c'est l'équipe qui est en compétition, qui est dans un championnat plus huppé que le nôtre. Donc, c'est à Amani de faire le résultat et ce sera à Amani de montrer qu'il est le favori. Et le plus souvent, quand on est dans cette posture, on a un peu plus de pression. Il faudra jouer sur cette pression et il faudra réussir à faire douter cette équipe d'Amani à l'extérieur. Comme on dit, c'est vrai qu'on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui va se passer dans ce match, mais le plus souvent dans ce genre de match, la première mi-temps est souvent très importante. Parce que si la première mi-temps, les Gabonaises tiennent le coup, par exemple, accrochent toujours le match nul en première mi-temps, cette équipe d'Amani va commencer à douter et cela peut faire le jeu des Gabonaises. Il va falloir savoir d'abord avoir de l'abnégation, être combative, s'enlever la pression et laisser la pression à son adversaire maintenant et après, surtout après maintenant, renverser la vapeur
si on voit les moindres occasions qui se présenteront. Valérie, dernière question sur ce sujet. Missile voyage avec un avantage. Comment on doit se comporter lorsqu'on a cet avantage-là, à l'extérieur? Bon, écoutez, moi je Quels sont les éléments clés, les éléments importants qui permettent à Missile aujourd'hui de conserver cet avantage? D'abord, la notion de bloc équipe, pour éviter justement de disperser ses efforts, de vraiment former un bloc qui permette à ce qu'on réduise les distances, les efforts au maximum. Et après, de jouer dès que possible tous les coups à fond. Après, bon, maintenant, l'organisation, l'animation, ça, c'est le boulot de l'entraîneur. Mais c'est ça le principe. Nous ne sommes pas bien physiquement. Nous avons gagné 1-0 à Libreville. OK? Nous allons mettre un bloc, pas trop bas, pas trop haut, bloc médian. On essaie de réduire les espaces. On réduit les espaces, on presse quand il faut. Et puis, quand on sort, c'est vraiment pour faire mal. Et là, on peut faire des options. On sort à 2, à 3. Mais on garde cette sécurité pour qu'on ne soit pas mis en difficulté, on ne soit pas en déséquilibre au niveau défensif. Et, bien évidemment, on l'a dit, je le répète, hein, tout repose sur la fraîcheur physique, parce qu'au fur et à mesure que le match va avancer, selon la pression que les Congolaises mettront, c'est sûr que Missile va souffrir. Donc, on doit déjà également, psychologiquement, se préparer à savoir que ça ne va pas être une partie de plaisir. Les autres vont pousser, il faut résister, il faut faire le dos rond. Et puis chaque fois qu'on sort, c'est pour faire mal. Il faut faire en sorte que chaque fois que Missile aura la possibilité de sortir, de mettre en doute cette équipe d'Amani pour se demander est-ce qu'on y va encore ou est-ce qu'on reste? Parce que c'est ça le but. Quand on va, on sort en contre, c'est 2-3 personnes, paf. Et puis là, l'adversaire se pose la question, aïe, là ils ont machin, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais plus? Maintenant, l'animation, le contenu, on le laisse au staff technique. Mais ça peut être là les grands axes pour bâtir, n'est-ce pas, cette équipe pour aller se qualifier. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à cette équipe de Missile qui quitte Libreville ce mercredi pour aborder le deuxième match de ces éliminatoires. On marque une courte pause. On vous retrouve dans quelques instants seulement. Retour sur les antennes de Télé Africa pour parler cette fois-ci du deuxième sujet de cette émission. On va parler du centre technique de Bikele. Nous avons choisi 10 ans après, mais il y a plus que ça. Alors, ça vous rappelle le centre technique de Bikele ou du centre technique tout court? Ça vous rappelle certainement quelque chose, Valérie? Vous étiez directeur technique adjoint, vous avez entendu parler du centre technique à votre époque. De quoi était-il question exactement? Tout le monde. Ben, il était question de doter le Gabon parce que c'était dans une Plusieurs phase... pays ont bénéficié. Tout à fait. C'était dans une phase où la FIFA avait mis comme vision, comme projet de doter les fédérations de centres d'entraînement et de perfectionnement très outillés. Donc, à travers la présentation d'un projet, d'un site également, ça c'était l'apport de la fédération de l'État, et la FIFA mettait à disposition des moyens pour construire ce centre-là. Malheureusement, le terrain était prêt, certaines mesures ont été prises, mais comme je le dis, malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour. Depuis Nganzas, Ababé, Pierre-Alain Mongengu aujourd'hui, d'abord Nganzas encore une fois, le centre technique n'avait jamais vu le jour. L'argent a été versé par la FIFA, la Fédération internationale de football, sans réel motif. Comment on peut justifier ça? Vous savez, le premier problème qu'on a eu avec le centre technique de Bikele, c'est le même problème qu'on a eu avec le stade Ngong d'Oyem. Oui. Il y a eu d'abord une guerre où le placer. Ils se sont bagarrés parce que, dans un premier temps, la fédération de l'époque voulait le déplacer dans le Haut-Ogooué. Et puis, de fil à aiguille, à faute de discussion, ils ont décidé qu'il fallait revenir sur Libreville, mais une partie de l'argent était déjà partie dans l'étude du terrain qui avait été retenu dans la zone entre Franville et Okonja. Je ne connais plus exactement le placement idéal qui avait été choisi à l'époque. Et puis, quand ils reviennent sur le stade, sur Bikele, l'argent a été dégagé intégralement pour nous permettre de bâtir notre centre technique. Malheureusement, la fédération de l'époque, dirigée par Nganzas, a, semble-t-il, aiguillé l'argent ailleurs plutôt que dans le centre technique de Bikele.
Ababé est venu, bis repetita, l'argent est sorti et mêmes erreurs encore. Puis Nganjas revient à la place de Ababé. On ramène le centre technique. On ramène le centre technique de Bikele. On remet les moyens. On remet les moyens parce qu'il faut dire que j'ai eu la chance de discuter un tout petit peu avec les émissaires de la FIFA qui étaient venus ici justement en 2013 pour étudier, pour comprendre pourquoi le centre technique de Bikele n'avançait pas. J'ai fait la visite avec eux à Bikele. Ils étaient surpris parce qu'ils nous disaient qu'ils avaient reçu des photos d'un centre technique ultra moderne, déjà construit. Et donc, ils avaient financé la dernière partie de l'argent qu'ils avaient envoyé. C'était pour financer les équipements internes du centre. Et découvrir là qu'on était on était dans de l'herbe, sur quasiment un seul bâtiment, ça avait fait mal quand même aux agents de la FIFA. Mermoz, est-ce qu'on peut parler de complicité de vol entre la FIFA et ceux qui étaient d'abord là à la Fédération gabonaise de football? Puisque le centre technique de Bikele n'a pas vu le jour, à cet instant, on n'a pas connu, on n'a pas vu, rien n'est sorti de terre. Est-ce qu'on peut parler de complicité de vol? Ou bien est-ce qu'on peut parler de vol d'abord? Ou bien de détournement? Là, bien sûr. Là, il ne faut pas que nous ne soyons pas incrédules et soyons forts avec nous-mêmes. C'est forcément ce qui s'est passé. Il y a détournement de cet argent. Vous refusez le vol? Bien sûr. Mais un détournement, c'est déjà un vol, tout est dit. Maintenant, parler comme moi, c'est la question quand vous dites complicité de la FIFA n'est pas complice. La FIFA, non, mais vous dégagez les moyens, il faut surveiller vos moyens dégagés. Si à 2 ou 3 reprises vous mettez les moyens, il n'y a pas de suite, on peut parler de complicité de vol. Justement, Brice l'a si bien dit. Ils ont d'abord donné les moyens. Il y a eu 2 présidents qui sont passés entre-temps. Après, ils sont venus pour constater, puisqu'on leur a miroité une photo d'un centre. Ça même, je n'étais même pas au courant. C'est fort, ça. Maintenant, quand ils arrivent, ils voient à peine un bâtiment qui croupit sous de hautes herbes. Là, maintenant, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est vrai que la FIFA a changé de dirigeant, mais vous direz, en toute une question sérieuse, vous direz encore que finalement, on a revu le projet, on a besoin de temps pour faire ce projet, mais il ne devrait même plus vous envoyer cet argent et dire que votre État se charge maintenant de ce projet. On va profiter de regarder, pas un élément, cette affiche qui trace un tout petit peu le premier bâtiment de ce que doit contenir le document administratif, bien sûr, l'administration aujourd'hui de ce centre évolué. Parce que moi, je disais justement que dans ce genre de cas, quand on parle de détournement ou de vol, si vous voulez, c'est maintenant quels sont les concernés. Forcément, les présidents qui sont passés ont une part de responsabilité, les anciens dirigeants de la fédération. Maintenant, c'est un projet cette FIFA et fédération, mais est-ce qu'on a-t-on associé des gens dans le ministère, notamment pour pouvoir avoir l'acquisition d'abord du terrain, cette guerre pour le terrain qui a fait sortir beaucoup d'argent parce qu'il fallait faire des études sur un terrain qu'on n'a plus accepté, on est reparti sur un autre, et que malgré ça, des fonds ont été dégagés pour mettre ce centre en place. Toujours, la question est où sont passés d'abord les sous et c'est l'argent. Quand la FIFA envoie de l'argent, je suis forcément convaincu que ça vient d'abord dans le compte de la Fédération gabonaise de football. Donc, nos anciens dirigeants devraient aussi s'expliquer là-dessus. Est-ce qu'on doit demander des explications? Écoutez, beaucoup d'argent sont passés par là quand même. Le premier a demandé... Ou bien il faut faire table rase et puis on avance. La difficulté dans ce dossier, c'est que on peut également, sans risque de se tromper, dire que la FIFA n'est pas innocente. Parce que quelques années plus tard, il y a quand même eu beaucoup de scandales qui ont été dévoilés à travers certaines malversations. Donc, restons logiques et lucides. Oui. La FIFA met des projets en place. Et je me rappelle que la FIFA avait délégué Jean Manga Ongene, que son âme repose en paix puisqu'il est décédé, et qui était, lui, au niveau du secteur africain, responsable de ces programmes-là, et qui avait donné sa caution. Donc, il était venu, il a regardé ce qui se faisait, et s'il a donné sa caution, c'est qu'il y avait forcément quelque chose. Et qu'aujourd'hui, il n'existe rien, on peut quand même dire que c'est fort de café. Bon, maintenant, aller chercher où sont les responsables aujourd'hui, 10 ans ou 15 ans après, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça nous avance à quelque chose? Je pense simplement
ça n'engage que moi, il faut faire table rase de cela parce que la FIFA elle-même, qui a déboursé 2 ou 3 fois les moyens nécessaires pour que ce projet-là puisse voir le jour, ne réclame pas une enquête ou a fait une enquête, on ne sait pas trop les conclusions. Quel serait aujourd'hui l'intérêt de la partie gabonaise qui a mis un certain nombre d'éléments à la disposition puisqu'il fallait que l'État ou la fédération fasse l'acquisition d'un terrain. Brice a rappelé les différentes bagarres internes qu'il y a eu pour positionner ce terrain dans une des provinces ou dans 2 provinces. Bon, on a quand même pu choisir Bikele et jusqu'alors le projet n'a jamais vu le jour. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Il y a aujourd'hui d'autres programmes que la FIFA promeut qui peuvent aujourd'hui satisfaire à ce genre de besoins. On reste sur le bâtiment, sur ce que donne le bâtiment actuellement, l'ensemble de ce qui constitue ce bâtiment administratif. Avec votre permission, on a un bâtiment dortoir composé de 12 chambres avec chacune un lit superposé, soit une capacité de 2 lits, voilà, 2 lits superposés, soit une capacité d'accueil de 48 joueurs, au moins 2 par équipe, 12 chambres avec lit, 10 chambres avec lit, 2 places pour un encadreur. Je pense qu'il y a quand même de l'évolution dans ce qui est en train d'être fait. Oui, on va regarder en image, dans quelques instants seulement, un reportage qui retrace les travaux de finition de ce stade. Il y a eu une évolution il ne faut pas se leurrer. Il y a eu des efforts quand même faits cet an dernier. Bikele était un problème pour la FEGAFOOT parce que le terrain à qui travaillait, terrassé par le génie militaire à l'époque, n'avait même pas de clôture. Ce qui a fait qu'il y avait des squatters, j'ai des images de squatters qui ont causé beaucoup de problèmes à la fédération entre 2013 et 2014 parce qu'ils ne voulaient pas partir. Ils sont arrivés sur un terrain vague, ils avaient construit déjà une maison. Je pense que la fédération a dû se résoudre à faire leur barrière tout autour et laisser l'un des squatters occuper l'espace où il avait déjà investi. C'est humain, on ne peut plus le déguerpir de là. Aujourd'hui, il y a la barrière qui encadre complètement le terrain, ce qui n'était pas. Aujourd'hui, on ne peut plus aller prendre une partie de cette parcelle-là, puisque c'est totalement clôturé. Et puis, sur les travaux, il y a pas mal d'évolutions, pas mal de bâtiments qui sont nés au-dessus des bâtiments qu'on avait au départ. Pour le bâtiment de réfectoire, Mermoz, Pierre-Alain, lors de son premier mandat, avait parlé de ce centre technique de Bikele. Lors de son premier mandat, il y a eu des travaux. Aujourd'hui, deuxième mandat, le Bikele est presque terminé. Peut-on parler de réussite à ce sujet? Dès lors qu'une personne qui aspire à de hautes fonctions comme celle de président de la fédération avait mis ce centre dans son programme et que sur ces 2 mandats, on voit qu'il y a une bonne avancée sur les travaux, on peut dire que c'est une réussite. Oui. Déjà, dès lors que pour pouvoir faire ce centre, il a dû sûrement prendre sur lui et de faire une certaine gestion de cet argent que la FIFA remet à chaque fédération pour pouvoir faire avancer ce projet. Il a reçu une seule fois la dotation financière pour ce centre technique du Bikele. Permettez à Mermoz de terminer. Moi, c'est sur ce point, c'est-à-dire que s'il a reçu des sous pour essayer de faire avancer ce programme et que c'est en train d'avancer, c'est qu'il fait bien son travail et que sur ce point, on peut dire que c'est une réussite. Maintenant, c'est le suivi derrière, parce que si je ne me trompe pas, on n'est pas loin encore déjà de la fin du second mandat de Pierre-Alain Mungangui qui va arriver très vite. On connaît comment se passent nos bagarres pour l'élection du président à la tête de la Fédération gabonaise de football, donc il y a encore une certaine empoignade. Au cas où il revenait à être candidat, voilà. C'est un élément important. Bien sûr, il y a une certaine empoignade. Dans sa campagne. Maintenant, comme on dit, souvent quand on parle de ces assemblées ordinaires où on fait le bilan, ben voilà un point qui pourrait jouer en sa faveur pour un 3e mandat. On va rester, oui, je vous donne la parole. On va rester sur le plan sportif. Ce que contient bien sûr ce centre technique avant de voir l'image des travaux qui sont. Oui, allez rapidement. Il faut expliquer au public qu'aujourd'hui, la FIFA ne reverse plus l'argent directement à la fédération. Le premier combat de la fédération, c'était seulement celui de débloquer des fonds qui étaient nécessaires à la reprise des travaux. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait justifier les précédents.
Mais à ce niveau, quand même, la fédération, donc dirigée par Pierre Alain Mbengue, a réussi à convaincre la FIFA qu'il fallait remettre de l'argent pour pouvoir achever les travaux. Aujourd'hui, la FIFA ne remet plus l'argent directement à la fédération. En fait, il faut choisir 3 entreprises, que vous envoyez les dossiers à la FIFA. La FIFA elle-même contacte les entreprises et retient en définitive une seule entreprise avec laquelle elle va travailler. Et la transaction financière se fait aujourd'hui de la FIFA au compte bancaire de l'entreprise. Et la fédération se doit uniquement de vérifier si les travaux qui sont effectués correspondent aux tranches qui ont été dégagées par rapport pour l'avancement des travaux. Je pense qu'à ce niveau, le rythme me paraît excellent, du moins de ce qu'on a vu, ce qu'on a eu comme retour. Le rythme me paraît excellent. La fédération arrive quand même à suivre les travaux, puisque le rapport de l'entreprise est quelque peu corroboré, enfin confirmé par celui de la fédération. La fédération doit se faire un avis technique pour transmettre à la FIFA que voilà ce qu'on a constaté par rapport à l'avancée des travaux. Sur le plan sportif, on va regarder, cette affiche qui présente certains éléments, bien sûr, contenant au centre technique de Bikele. On a à l'intérieur du réfectoire, nous avons une cuisine équipée, une salle de restauration équipée, table, banc, etc. Un bureau de chef cuisinier, c'est ça non? Une mini-chambre froide, frigo, congélateur, une salle de stockage, etc. etc. C'est des éléments quand même qui vont permettre aujourd'hui aux différentes catégories de différentes équipes de pouvoir être logées de ce côté. Bonne chose ou pas, Valérie? Forcément bonne chose. La question, bon, vous la posez, je pense que vous connaissez la réponse. Mais on va s'adresser au public. Non, c'est une bonne chose de pouvoir faire en sorte que la fédération dispose d'un outil où elle peut déjà... en esquivant toutes les acrobaties financières, mettre repartir dans les hôtels, etc. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a un QG qui est maintenant là, qui est identifié et qui répond aux normes justement pour que les équipes puissent se préparer tranquillement et peut-être même d'autres disciplines, sait-on jamais, selon le format qui est proposé. Ce que je voulais dire également, c'est que la fédération qui a pris le relais des autres qui n'avaient pas pu apporter toute l'éclaircie et amener le projet à bon port, était quand même dans une obligation administrative de continuer le dossier. Oui. Donc c'est quand même un projet que la Fédération gabonaise de football, dans sa continuité, devait au football gabonais pour permettre justement ce développement, pour permettre justement aux équipes nationales de pouvoir avoir un centre d'accueil où on peut tranquillement bien préparer ces rencontres et peut-être même des clubs là qui vont en Coupe d'Afrique, qui peuvent se mettre au vert là-bas et puis d'avoir le cadre idéal. Pour par exemple, Missile qui est logé, qui s'entraîne là-bas, depuis pratiquement un mois. Depuis un mois. Oui. Par les matchs. Alors, voilà. On a vu que l'équipe cadette, les U17 étaient aussi logés là-bas pour préparer les... Très bonne ambiance d'ailleurs. Oui. Ouais. On regarde, Mermoz, sur le plan sportif, ce que ça donne en termes de plan là-bas du côté du centre technique de Bikele. Ça donne, au centre technique de Bikele, ça donne une disposition de 2 heures de jeu, dont un gazon synthétique et gazon naturel, modulable selon les ateliers. Valérie Rondo va nous aider. Il y a également une voie en pavé, un parking. Je pense que ça peut faire l'objet d'une... En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un centre technique, il en fallait un. Parce que quand on dit qu'on veut développer notre football et qu'on veut passer on aspire à devenir plus ou moins professionnel, en guillemets, je préfère d'abord le dire comme ça, il faut avoir donc toutes les structures et tout ce qu'il faut. Ce centre technique, par exemple, pour moi, quand j'entends même le mot centre technique, je vois que voilà un centre qui pourrait servir aussi à la DTN tant décriée. Un centre technique, regardant ceux qui on va, même si comparaison n'est pas raison, on va quand même se référer à ceux qui se fait de mieux sur cette terre. Prenons nos amis de l'Hexagone en France. Vous avez le centre de Clairefontaine, oui, qui est géré avec la Fédération française de football. C'est là-bas que sont regroupées les équipes nationales de France, toutes catégories confondues, mais qui est en même temps un centre de formation pour les jeunes footballeurs. Je tiens à rappeler que Thierry Henry et, je crois, David Trezeguet sortent de l'INF, parce que ça s'appelle l'INF, l'Institut national du football, oui, Clairefontaine.
Zidane aussi, non? Voilà, donc, non, Non, pas il a été Zidane. formé à Cannes. Non, il était formé à Cannes. Maintenant, ce centre technique, pour moi, peut servir donc justement pour notre développement aussi de ce football qu'on veut faire d'élite, c'est-à-dire à partir des U15, U14, U16, on peut avoir maintenant un centre qui peut nous faire sortir quelques petits produits qui pourraient servir pour notre championnat et pour ce qu'on appelle la relève pour notre équipe, l'équipe nationale. Georges, on va faire fi de deux éléments qui nous restent juste pour revenir sur le reportage, bien sûr. On va regarder en image ce reportage qui retrace la construction, l'embellissement, tout ce qui est fait autour. On discute en plateau, mais tout en regardant en fond ce qui est fait. Brice Inenge, aujourd'hui, nous avons désormais un centre technique de Bikele. Nous n'allons plus souffrir où des équipes nationales de différentes catégories vont être logées à gauche et à droite. On regarde à l'image Brice Inenge. Je pense que c'est quand même de la joie, de la satisfaction qu'on regarde ce qui sort de ce côté-là. Oui, c'est assez agréable à voir aujourd'hui. Ça prouve qu'avec un peu de volonté, on peut arriver à faire quelque chose. Ouais. La volonté, la fédération actuelle l'a mise en œuvre. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui commence à fourmiller. Parce que si le retour que j'ai, par exemple, du regroupement de missiles n'est pas néfaste, ouais, ça veut dire qu'ils ont trouvé leur compte. Ils ont un terrain à côté de là où ils habitent. Ils sont coupés du monde pour se concentrer uniquement au football. Ouais. Et c'est assez bien. On espère maintenant que notre problème, c'est souvent l'entretien. On espère que désormais, la fédération rendra son centre toujours joyeux pour permettre, pour le maintenir pour tout le monde. Valérie. Comme son nom l'indique, c'est un centre technique donc, qui est l'outil dont va se servir la direction technique nationale pour faire une certaine planification, une certaine programmation pour les équipes de jeunes, pour la formation de tout ce qui gravite justement comme éducateur, comme arbitre, comme médecin. Ça veut dire que la direction technique peut désormais faire un planning, une programmation de une structure. Elle a une structure qui est fonctionnelle. Maintenant, elle peut déployer justement toutes ces actions en se basant déjà sur le fait que nous pouvons aujourd'hui, en prévision de certaines compétitions des jeunes, faire une sélection ou une présélection, aller là-bas, faire le tri, se projeter sur une certaine période pour faire justement regardez l'image. Oui, je pense que c'est ces regroupements progressifs qui nous manquent parce que déjà, quand on veut regrouper, que ce soit les jeunes filles ou jeunes garçons, le premier problème, c'est où est-ce qu'on peut le faire. Là, on a une structure d'accueil qui réunit tout, les cuisines, les dortoirs. Donc, tout est là et je pense que c'est à saluer. Maintenant, également, il faut faire en sorte qu'on puisse également le rendre attractif. Attractif, il va l'être, forcément. Ouais. Mais maintenant, pour ajouter à ce que Mermoz disait, c'est vrai que même si je n'aime pas trop prendre des exemples qui viennent de l'Hexagone parce que le contexte, l'environnement n'est pas le même, mais nous pouvons tirer des choses positives pour les adapter à nos réalités, c'est-à-dire que ce centre, il doit également s'autofinancer. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse mettre, parce qu'à Clairefontaine également, il n'y a pas que les équipes nationales, et même quand ce sont les équipes nationales, elles donnent quand même un petit pécule parce qu'il faut faire vivre la structure, il faut payer les employés et tout ça. Donc, il faut trouver ce dispositif commercial qui va faire vivre la structure également. En parlant de justement dispositif commercial, c'est bien que Vavan en parle. J'y pensais justement, c'est-à-dire que nous sommes un pays qui est placé dans une certaine zone aussi particulière, qui est à cheval entre deux hémisphères, donc avec un climat, on va dire, qui bouge. Par exemple, là, en ce moment, on dit que nous sommes en saison 16, il fait un peu plus frais, oui. Et quand ça n'est plus, il fait un peu plus chaud. Et on sait qu'il y a des compétitions africaines qui vont se jouer, les Ligues des Champions, les Coupes de la CAF. Pourquoi justement mettre un bon programme de marketing, de communication autour de cette structure, oui. Notamment par tout ce qui se fait sur le net, réseaux sociaux et consorts, pour permettre que certaines équipes aussi étrangères, certaines fédérations étrangères puissent dire que j'ai un match à Kinshasa, mais j'aimerais d'abord mieux me préparer avant d'arriver à Kinshasa ou une équipe nationale pour une CAN qui pourrait se jouer en Afrique du Sud ou dans la zone, et dire que moi, le Gabon, est-ce que vous me permettez de louer une partie de votre centre? Ça peut quand même arriver, les locations autant de choses qui peuvent faire vivre justement ce centre et le laisser ouvrir justement aux différents mécènes comme mon père de vacances où on a souvent ces mini-tournois qui peuvent utiliser ne fût-ce que même les aires de jeu avec moyennant quelque chose.
afin de pouvoir continuer à bien entretenir ce centre. Parce que, comme l'a si bien dit Brice, on a souvent un gros problème d'entretien parce qu'on ne sait pas rentabiliser ou rendre rentable nos structures. On reste toujours avec la deuxième image, si vous nous permettez la régie. Pendant qu'on discute, nous sommes allés rencontrer et voir, bien sûr, regarder le positionnement des tables bancs qui vont accueillir les joueurs et encadreurs qui passeront par là. C'était quand même un motif de satisfaction, ça peut être un ouf de soulagement. Vava. Quand on sait ce que ça coûte à l'État de regrouper toutes nos sections de jeunes, on sait qu'à partir de là, l'État va avoir une certaine liberté quand même dans son action. Là, il ne s'agira plus de payer un hôtel, payer un bus de transport pour amener les jeunes tout le temps aux entraînements. Là, on est au moins sûr que c'est une dépense déjà mise de côté, amoindrie, parce que là, vous avez la possibilité d'avoir tous vos jeunes regroupés au même endroit. Pas besoin de bus de transport pour sortir de là, puisque le stade est juste à côté. Ils ont leur salle de télévision qui est là. Ils ont des salles de jeu. Voilà. Ils ont tout l'environnement qu'il faut pour pouvoir se concentrer uniquement sur le football. Et là aussi, il y a un avantage, c'est qu'on est coupé un peu de nos fugues. On connaît un peu nos footballeurs qui, la nuit, disparaissent souvent et des visites inopinées à des heures de certains parents. De certains parents à des heures parfois pas réglementaires, qui empêchent souvent les joueurs de se reposer. Mais là, on est dans un environnement prévu pour jouer au football. Financièrement, on a tout à gagner. La fédération a tout à gagner. L'État gabonais a tout à gagner. Et puis, sportivement, j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Valérie? Ce qu'il faut également retenir dans ce centre-là, c'est d'avoir choisi d'avoir deux types de gazon. Hein. Autant, on le sait, le gazon naturel qu'on appelle couramment en herbe est difficile à entretenir et que la pratique doit être également aussi planifiée pour ne pas plomber la pelouse. Mais à côté, il y a un stade synthétique qui permet une pratique beaucoup plus permanente. Et ça, c'est tout au bénéfice lorsqu'on sait que les jeunes ont besoin d'être beaucoup plus souvent en contact avec les séances d'entraînement. Donc, c'est un choix que j'estime stratégique et bien pensé. Mais on revient toujours sur le fait qu'aujourd'hui, les structures doivent s'autofinancer. Ce centre reste quand même un point positif, un élément important dans le bilan de Pierre-Alain qui aura à faire dans quelques mois seulement, malgré quelques résultats sportifs un peu plus ou moins difficiles. Oui. Ça reste un élément quand même très positif. Oui, c'est un élément positif. Bon, dès lors que le chantier a pu démarrer, qu'il est, on va dire, en train d'aller sur sa fin, ça reste un élément positif. C'est-à-dire j'ai bien géré ce dossier, rappelons que ce n'est pas une idée de Pierre-Alain Mougandi, comme l'a si bien rappelé Valérie. Mes confrères. C'est un projet qui a eu un début et il fallait toujours continuer et assumer ce projet. Ce qu'a bien fait, on va dire maintenant, Pierre-Alain Mougandi et son équipe. Donc oui, ça peut jouer en sa faveur. Mais le côté positif, c'est d'abord que cela va vraiment beaucoup servir dans ce que nous vous appelons de tous nos voeux, c'est-à-dire une meilleure gestion de notre football et surtout l'emmener vers un développement. On a le centre technique de Bikele. J'espère que dans d'autres années, on aura d'autres centres techniques qui, même s'ils sont plus petits. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des centres techniques dans les provinces, bien sûr, dans l'arrière-pays? Bien sûr. Une fédération peut en penser. Il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça. On est obligé aujourd'hui. L'histoire nous le rappelle. Hein. L'histoire nous le rappelle que la plupart des grands joueurs qu'on a eus au Gabon sont venus de province, avec le fait que la particularité que les parents, pour des raisons sociales, professionnelles, sont venus s'implanter à Libreville. Mais on sait également que lorsqu'il y a eu les Mounadji, lorsqu'il y a eu les Viso, lorsqu'il y a eu nos frères de Port-Gentil, c'était quoi encore le nom de l'équipe de Port-Gentil, les Onzamboga et tout ça, ça a permis à ce que certains joueurs de bonne qualité soient découverts. Donc, il est important de donner tous les mêmes dispositifs que l'on peut avoir à l'estuaire, la capitale, d'avoir cette projection pour apporter également cela dans les provinces. C'est indéniable. Je pense que sur ce plan, on est en chemin. Là, avec la construction des ligues
quasiment dans toutes les provinces. C'est le début parce qu'on a vu des ligues qui étaient oisives, on ne savait jamais. La Fédération gabonaise de football a doté également de chaque secrétaire général, bien, c'est ça, des secrétaires généraux ont déjà des sièges, il y a déjà des sièges dans chaque ligue. Donc, là, pour l'instant, c'est des sièges qui sont loués, mais on va vers l'acquisition, carrément, l'acquisition de sièges propres aux ligues. On a vu récemment déjà une signature de contrat, une convention, et d'ailleurs le ministère de la Jeunesse et des Sports a remis à la Fédération gabonaise des titres fonciers pour certaines provinces déjà. Donc la Fédération va construire des sièges, et avec les sièges, il faut accompagner par des centres techniques dans toutes les ligues pour permettre au football d'être homogène dans tous les environnements, dans tout le pays, plutôt que uniquement sur un pôle qui va tirer, et puis il y a un écart entre l'estuaire et puis le reste du pays. On va saluer le directeur technique du centre technique de Bikele, Gilbert Mouleka, grâce à qui nous avons eu ces images. Merci également à vous. Nous arrivons à la dernière rubrique de cette émission. Valérie, vous avez vos 2 cartons avec vous. Oui. Oh là, ça va être chaud, ça. Mermoz, on vous écoute, monsieur. Ça va être chaud. Ouais. Mermoz, il a qu'à commencer d'abord. Alors, je vais t'en prêter si tu veux. Non. Je n'ai pas les couleurs, je ne sais pas un carton anonyme, mais je voudrais quand même profiter à mettre un carton vert à un ancien international que je ne vais pas citer, qui s'occupe de l'entretien. Si vous donnez... il se reconnaîtra, et la fédération le connaîtra, je ne vais pas le citer. C'est lui qui s'occupe de l'entretien de la pelouse du centre technique de Bikele. Jean-Daniel Nozé. Jean-Daniel. C'est de lui qu'il est question. je voudrais quand même... Un coucou à lui également, Jean-Daniel. Remercier. Grand frère. Donc, carton vert pour les bons travaux du centre technique. Mermoz, rapidement. Bon, pour ce carton, ça va être difficile. Ouais. Bon. C'est un jaune, mais je voudrais qu'il soit un peu plus vert quand même. Ouais. Je vais m'en tenir au thème d'aujourd'hui. Au regard de ces images, je vais quand même donner, pour une fois, un certain satisfecit à la fédération pour avoir pu mener à bien ce projet. J'espère qu'il ira jusqu'à son terme et qu'il va, va être périn sur la durée. Au longtemps, ouais. Baba? Bien, on va faire de la redite. Hein. Je pense que lorsque les choses sont bien faites, il faut les saluer. Moi, je donne, je ne sais pas, c'est carton vert. Je ne vais pas utiliser cela à la Fédération gabonaise de football pour avoir réparé la faute de la Fédération gabonaise de football. On va également prendre le pas, puisqu'on ne va pas aller au-delà de ça. Nous également, on va féliciter la Fédération gabonaise de football pour avoir sorti de terre ce bijou que l'on attendait beaucoup et qui va servir de plusieurs générations de football. Merci également à vous d'avoir été de nôtres. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, Les As du Foot, équipe éditoriale, Berlek Lekobas, Ange Pambo. Nous, on vous dit au revoir en espérant vous retrouver la semaine prochaine, lors du 17 août. Bien sûr, c'est l'indépendance, ce sera pendant la période de l'indépendance de notre pays, la souveraineté bien sûr. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.